Academ reçoit pour la première fois un journaliste connu qui n'a jamais eu l'occasion de pouvoir s'exprimer ici, c'est Charles Anderlin. Charles Anderlin, bonjour. Bonjour. Vous avez été pendant une trentaine d'années le chef du bureau de Antenne 2 à l'époque, puis de France 2 à Jérusalem. Et c'est peu de dire que tout le monde a des adversaires, mais vous avez eu, et vous avez encore, des ennemis qui vous traitent d'antisionistes, voire de traîtres, et pourquoi pas de Flavius Joseph de notre temps. Pourtant, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il me semble que vous êtes israélien. Ben écoutez, oui, et d'abord, merci de m'inviter. Effectivement, c'est une grande première. À ce propos, oui, ma présence, paraît-il, suscite quelques réactions. Vous savez, en fin 73, j'étais en uniforme de l'autre côté du canal de Suez. Dans l'uniforme côté israélien. Côté canal de Suez, côté africain. Ensuite, par exemple, en 82, j'étais toujours en uniforme, combattant du côté du front Est. C'était la Beka libanaise. J'ai fait pas mal de réserves militaires. Actuellement, bon, je n'en fais plus. Notre fils, 29 ans, réserviste dans une unité spéciale, a déjà fait 2 périodes de 3 mois dans le sud. Il repart dimanche. Notre petit-fils, 20 ans, en hébreu on dit Chovesh Kravi, infirmier combattant, il est maintenant depuis plus de 11 mois combattant dans le sud. Alors à propos de sionisme, je n'ai de leçons de sionisme à recevoir de personne, et certainement pas de gens qui habitent la France et ne payent pas leurs impôts en Israël. Moi je les paye. Et qui ne font pas l'armée en Israël. C'est probablement, oui. Mais la question toute simple, êtes-vous antisioniste? Je viens d'expliquer que je n'ai de leçons de sionisme à recevoir de personne. On ne peut pas faire l'économie de l'affaire Al-Doura, qui vous a valu des attaques insensées, jusqu'au point où votre chaîne, France 2, a attaqué, entre guillemets, vos ennemis et les a fait condamner. Ça a duré, ça a été long. Un de nos diffameurs a gagné une première fois en appel, on a attendu 5 ans la cassation, on est retourné en appel, et finalement on a réussi à obtenir la condamnation. Cela dit, ça s'est accompagné par une véritable campagne. Maintenant, sur le fond, à aucun moment cela m'a empêché de travailler en Israël. Aussi bien les sources militaires, et je crois que c'est prouvé et dans les films et dans les livres que j'ai publiés, aussi bien les sources à droite, aussi bien que les sources sécuritaires, jamais je n'ai été empêché de travailler. D'ailleurs, je crois que c'était en 2009, une organisation d'avocats, de défenseurs des colonies, a fait un appel devant la Haute Cour de justice, enfin la Cour suprême, pour qu'on me retire ma carte de presse. On y est allé et on a expliqué, la présidente était la présidente de la Cour suprême, la juge Beinisch, et nous lui avons expliqué, écoutez madame, nous sommes prêts à participer à toute enquête sur ce sujet, sur l'affaire Al-Doura, selon les standards de la justice israélienne. Nous le refusons toutes les pseudo-enquêtes faites par l'armée à l'interne qui nous racontent des choses. Nous refusons les pseudo-enquêtes faites à Paris par des gens qui n'ont jamais mis les pieds à Gaza. Nous sommes prêts à participer à toute enquête officielle selon les standards de la justice israélienne, c'est-à-dire on a accès à toutes les données. Et le jugement a été très simple, on ne retire pas la carte de presse de Charles Anderlin. Bon, l'affaire Al-Doura n'est bien entendu pas le sujet de notre entretien d'aujourd'hui. Le sujet, c'est ce livre qui paraît à nouveau, Le Grand Aveuglement, publié aux éditions Albin Michel, mais ce n'est pas sa première publication. Sa première publication remonte, si ma mémoire est bonne, à 2009. Pourquoi avoir republié aujourd'hui Le Grand Aveuglement et de quoi est-il question? D'abord, j'ai republié l'année dernière, en septembre, augmenté également et mis à jour, un livre sur
au nom du Temple, sur Israël et la montée des messianiques juifs, qui avait été publié en 2013, c'est au Seuil, et on l'a republié en l'appelant cette fois l'arrivée au pouvoir des messianiques juifs. En même temps, j'ai publié un libelle l'année dernière. Là, vu la guerre de Gaza et dans le Nord, Albin Michel, qui avait les droits du grand aveuglement de 2009, a décidé de faire une mise à jour. Ce livre, en 2009, vous savez, je me promenais beaucoup à Gaza à l'époque. Dans les années, à partir du moment où je suis devenu correspondant d'Antenne 2, 81, 86, 87, puis 88, l'arrivée du Hamas, j'ai vu cette association dirigée par le Cheikh Yassine, sociale, et je voyais que les autorités israéliennes lui avaient laissé carte blanche. En l'espace d'à peine 10 ans, Yassine a pu importer de l'étranger l'argent qu'il voulait, des sommes énormes. Il a... Qui payait? Il y a eu des collectes des frères musulmans dans toute la région, dans tout le Proche-Orient. L'argent est arrivé en masse, contre l'avis d'ailleurs d'un des rares justes dans toute cette histoire, quelqu'un qui s'opposait justement à cette politique, Avner Cohen, l'officier des religions de l'état-major du gouverneur militaire, qui lui parlait l'arabe, qui lui comprenait ce qu'était l'islam radical. Il est allé voir qu'est-ce que c'est que cette histoire du Cheikh Yassine. Yassine, frère musulman, mais pas seulement, de la branche la plus radicale des frères musulmans, la branche de Saïd Qutb. Saïd Qutb a été pendu par le président égyptien Gamal Abdel Nasser en 1966. En 1966, Yassine était encore en prison, il a été libéré. Dans les prisons israéliennes? Non, prison égyptienne. Yassine était en Égypte. Était en Égypte, en 1966. En 1967, ils l'ont libéré, il est à Gaza, arrive l'armée israélienne. Il ne sait pas trop quoi faire, il veut voir qu'est-ce que ces juifs connaissent. Et il publie ce qui est totalement interdit en Égypte et vous vaut immédiatement la prison en Égypte, les œuvres de Saïd Qutb. Les œuvres de Saïd Qutb, c'est le théologien de Al-Qaïda et de Daesh. Ça, c'est la branche radicale, la plus radicale des frères musulmans, c'est le Cheikh Yassine. Je parle à des gens, je suis invité. À Gaza, tout le monde toujours a su qui était. Anderlin est juif, Anderlin est israélien, il est français, mais sa caméra c'est bien, il est correct, il nous passe ce qu'on dit. Ça ne plaisait pas toujours d'ailleurs à Antenne 2, où parfois on me disait que nous passe des gens très extrémistes. Et oui, mais il faut comprendre qui ils sont. Et j'avais du café avec le docteur Mahmoud Azahar, le numéro 3 de ce qui est devenu le Hamas. J'étais reçu chez Rantisi. Au début, on me donnait un café, après on me donnait de l'eau, après on me donnait plus rien. Le fait que j'étais juif ne leur plaisait peut-être pas. Et j'ai commencé à me demander pourquoi on les aide. Quand en 88, le masque est tombé et la Mujama al-Islami est devenue le Hamas, avec le commando Azzedine al-Qassam, la branche armée, commençant à attaquer l'armée israélienne et les gens des colonies, surtout à Gaza. On n'est pas encore dans des attaques contre les civils de la part du Hamas. Mais attention, 88, c'est aussi de la part de Yasser Arafat, président de l'OLP, la déclaration d'indépendance palestinienne qu'il a faite à Alger. On a dit c'est pas important, mais non, il fallait regarder. C'est là que Yasser Arafat, pour la première fois, accepte la résolution 242 du Conseil de sécurité. Donc on va vers des négociations, vers une solution à deux États. C'est possible, on en parle, ça existe. Par la suite, je me suis rendu compte, et j'ai appris par mes sources chez les anciens du Shin Bet, que oui, on avait des contacts avec l'OLP. Donc 88, pour moi, c'est la période charnière. Les attentats, etc. Et je décide en 2007. En 2007, c'est une autre période charnière. En 2005, Ariel Sharon décide l'évacuation de toutes les colonies de Gaza.
Unilatéralement. Le monde applaudit, c'est formidable, on va vers la paix, on se retire de Gaza. Et quand on regarde, c'est un retrait non négocié, unilatéral et surtout non coordonné avec l'autorité palestinienne. D'abord Arafat décède, ensuite Mahmoud Abbas. J'étais dans le bureau de Saeb Erekat, le principal négociateur palestinien, quand il pleurait au téléphone avec la présidence du Conseil à Jérusalem, donnez-nous l'heure du départ des soldats. Les Américains et les Jordaniens avaient formé un bataillon de police palestinienne à Amman. On est déjà après l'intifada, ça s'est calmé, on est en train de reconstruire les services de sécurité palestiniens qui avaient été en partie détruits par la seconde intifada. Et Sharon et Ehud Olmert refusent. On ne renforce pas la police palestinienne dans Gaza. On commence à me dire, le Hamas va prendre le contrôle. Il va se passer quelque chose. En 2006, on a deux choses. Déjà, Ehud Olmert est au pouvoir. Sharon est en coma profond. Et il y a des élections palestiniennes. Il n'y a aucune raison pour que le Hamas participe aux élections palestiniennes. Les élections palestiniennes, c'est le cadre d'Oslo, c'est avancer vers la paix, c'est avancer vers un accord. Faire entrer des députés ou faire peut-être gagner les élections par le Hamas, c'est faire entrer le loup dans la bergerie. Sharon accepte. On les laisse présenter des candidats. Il avait des sondages montrant que le Hamas pouvait gagner. Le Hamas les gagne. Ça ne se passe pas très bien. Le monde entier coupe les ponts avec l'autorité palestinienne dirigée par le Hamas. En 2007, le Hamas prend la grande décision de conquérir Gaza. Par la force. Gaza, la police palestinienne d'Abbas n'a jamais été renforcée. Les Kalachnikovs qu'ils avaient, déjà depuis 15 ans, ne fonctionnent plus très bien. Il n'y a plus personne pour combattre le Hamas à Gaza. Il n'y a plus. 500 militants du Fatah assassinés. Certains attachés à un véhicule et traînés jusqu'à mort sans suivre dans les rues de Gaza, d'autres jetés du 4e étage. Il y a une image dans un film auquel j'ai participé, qu'on a décidé de ne pas passer, il y a une rangée d'hommes qui passent, chacun prend une balle dans la tête. Ça, c'est le Fatah et le Hamas. Le Hamas prend le contrôle. Mahmoud Abbas et des chefs militaires vont voir Ehud Olmert et lui disent « Aidez-nous, 2 hélicoptères Apache de Tsahal et on fait pencher la bascule. » Non, on laisse le Hamas gagner. Mais pourquoi cet aveuglement ? D'abord, c'est un aveuglement pour moi stratégique, mais ce n'est pas du tout un aveuglement pour la direction palestinienne. Gaza, aux mains du Hamas, c'est empêcher l'État palestinien, c'est couper la population. Maintenant, 2009, Benjamin Netanyahu arrive au pouvoir. Il poursuit la politique de Sharon avec une différence. Sharon savait qu'il donnait Gaza au Hamas, mais continuait à affaiblir la direction du Hamas. Sharon a fait tuer le Cheikh Yassine, un missile, et puis Yassine s'est envolé rejoindre ses ancêtres. Benjamin Netanyahu l'interdit. À 6 reprises, durant toute la période où il a été Premier ministre, Benjamin Netanyahu a interdit la liquidation des chefs militaires du Hamas. En 2011, ce que vous affirmez, vous le prouvez ou... Oui, c'est dans mon livre. C'est-à-dire vous avez rencontré des gens qui vous ont affirmé... Oui, des anciens patrons du Shin Bet, des anciens patrons des renseignements militaires, oui, bien sûr. Nommément cités dans votre livre. Oui. 2011, il y a un grand mouvement social en Israël à propos du prix. Là, ça a démarré sur Facebook avec le prix du cottage, un fromage blanc que les familles israéliennes adorent. Les prix ont augmenté, doublé, triplé. C'est devenu un grand mouvement social contre la vie chère, contre les loyers élevés, contre l'immobilier très cher, 300 000 dans les rues israéliennes. Et Benjamin Netanyahu, qui vient d'arriver au pouvoir, commence à s'inquiéter parce qu'on parle d'un printemps israélien semblable au printemps arabe. Printemps arabe, c'est Moubarak qui est renversé, c'est la Tunisie, entre parenthèses, j'ai aussi couvert
la chute de Moubarak en Égypte. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de calmer cette protestation? Et quelqu'un dans l'entourage de Netanyahou, et on le raconte, et si on libérait Gilad Shalit? Gilad Shalit, le soldat franco-israélien, capturé à Gaza en 2006, est donc en prison depuis 5 ans. 5 ans. Et puis sa famille manifeste avec le mouvement social. Et l'idée, c'est on le libère. Le libérer, ça veut dire libérer aussi des centaines de détenus palestiniens, parmi lesquels plus de 200 du Hamas, anciens de la branche militaire. L'ancien patron du Shin Bet était contre, Olmert était contre, avait refusé toute libération quand même de ces terroristes plutôt patentés. Non, il faut y aller, on a interviewé David Medan qui a fait la négociation, qui aujourd'hui fait partie des manifestants contre Netanyahou avec un drapeau israélien. Ils sont libérés. Parmi eux, un certain Yehia Sinwar. Alors à ce moment-là, on a dans les prisons israéliennes un nouveau chef des renseignements, qui est à peu près l'équivalent du grade de lieutenant-colonel, qui s'appelle Yuval Biton. Il a commencé sa carrière dans le système pénitentiaire comme dentiste. Et à force de d'ouvrir la bouche aux gens, traiter les caries de tous les terroristes, entre parenthèses, il vous raconte que les caries, que le Hamas a moins de caries que le Fatah. Pourquoi? Parce que le Hamas, c'est carré. Il y a l'extinction des feux dans les prisons à une certaine heure, on se brosse les dents à une certaine heure, on fait la prière à une certaine heure, alors que le Fatah font la fête devant la télé très tard et se brossent moins les dents. Donc c'est les deux différences. Donc Yuval Biton est devenu un très grand analyste, il les a tous rencontrés, passé des heures. C'est lui qui a découvert que Yehia Sinwar avait une tumeur au cerveau, il l'a fait opérer, oui, un chirurgien israélien a sauvé Yehia Sinwar. Et lorsque l'on parle de libération, tout de suite il dit qu'il ne faut pas libérer Sinwar. Pendant les 22 années passées en prison, Sinwar a appris l'hébreu, a traduit des livres d'hébreu en arabe, a lu tous les livres produits par des généraux ou des anciens patrons de Shin Bet, a analysé la société israélienne. C'est peut-être aujourd'hui un des meilleurs connaisseurs, et je crois que le 7 octobre l'a prouvé, si vous voulez on en parlera. Biton dit au Shin Bet et aux autres, il ne faut pas le libérer. On lui dit pourquoi? Il n'a pas tué de juifs. Oui, c'est vrai, Sinwar n'a pas tué de juifs. Sinwar était, pour le compte du Cheikh Yassine, celui qui allait faire brûler les cafés à Gaza où on servait encore de la bière, et c'est un tueur, le Sinwar. De ses mains, il a tué un certain nombre de Palestiniens de Gaza accusés d'être des collaborateurs. Il raconte comment il le faisait, comment il les a étranglés. Il a été condamné à 4 peines capitales pour avoir assassiné 4 Palestiniens. Et donc les gens du Shin Bet lui disaient, il n'a pas tué de juifs, on peut le libérer. Il est libéré, et pas seulement. La libération de Sinwar en 2011, avec près de 200 anciens de la branche militaire, qui ont été dans cette véritable université Hamas des prisons israéliennes, sont devenus des types extrêmement dangereux, et ils ont considérablement renforcé la branche militaire du Hamas à leur libération en 2011. Et on a vu le résultat il y a un an, lors du 7 octobre 2023. Alors là, il y a une chose qu'il faut absolument. En 2014, il y a eu l'opération Tzouketan, en hébreu, bordure protectrice, entre Gaza et le Hamas. À 9 reprises, Netanyahou ne voulait absolument pas cette guerre, voulait absolument que ça se calme. Et à 9 reprises, il a fait des propositions de cesser le feu. Et à 9 reprises, Mohamed Def, le chef de la branche militaire à l'époque, Sinwar était son numéro 2, a refusé. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et c'est très simple. À Gaza, on voyait, au fur et à mesure des combats, les diffusions à l'étranger, en Europe, dans les pays arabes et même aux États-Unis, des nombreuses victimes civiles des opérations israéliennes, des bombardements et de l'incursion israélienne. Gaza, ça j'y étais, je peux vous le dire, j'ai vu des combats. Un obus qui explose dans Gaza fait des dommages collatéraux.
C'est la densité de population la plus élevée au monde, une des plus élevées au monde. Toute opération militaire fait d'importants dégâts et des dommages catégoriques, des enfants tués, etc. Ces images terribles, à l'étranger, produisaient de jour en jour une montée du soutien aux Palestiniens et des attaques de plus en plus nombreuses des manifestations anti-israéliennes. À 9 reprises, 9 fois, il a refusé le cessez-le-feu parce que justement, il voyait ça. Cette montée du soutien aux Palestiniens et ces condamnations d'Israël. Je suis persuadé que dans l'opération du 7 octobre, Yahya Sinwar et son équipe ont non seulement préparé minutieusement l'attaque, qui était pas seulement la conquête des bases militaires autour de Gaza, mais aussi continué. C'est un mouvement de résistance, on ne peut pas admettre qu'il se contente d'attaquer les bases militaires israéliennes, tue des soldats en capture. Non. Les ordres étaient, vous continuez, vous massacrez les civils. Je suis persuadé que Sinwar entendait pousser Israël à surréagir, produire une colère terrible de la part des Israéliens. Attendez, on tue des femmes, des enfants, des bébés, il y a des histoires de viol, c'est épouvantable. Les Israéliens vont être en colère. Et en parallèle, on ne m'enlèvera pas l'idée que Sinwar et ses associés en Iran, au Liban ou ailleurs ont préparé l'opération sur les réseaux sociaux de soutien au Hamas, de soutien aux Palestiniens. J'en suis sûr. Preuve en est qu'immédiatement après, dans les 48 heures, on a vu surgir. Alors qu'on voyait les résultats de cette attaque monstrueuse contre les kibbutzim, il y avait déjà avant la réaction israélienne, oui, il y avait déjà des mouvements en faveur du Hamas. Et on commençait déjà à avoir un mot incroyable, c'est le génocide. Tout à coup, accuser les Juifs de génocide du point de vue de la communication du Hamas, c'est quand même un coup qu'on doit bien dire qui a réussi. Alors, je voudrais vous poser une question à ce point, Charles Anderlin. Nous avons entendu, en France, il y a peu, une représentante universitaire, c'est-à-dire une femme qui est connue dans les milieux universitaires, qui nous affirme à l'antenne qu'elle n'est pas persuadée que c'était l'intention du Hamas d'attaquer les civils le 7 octobre. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation ? Je pense que c'est faux. On voit les images. On voit des chefs militaires du Hamas arriver dans les kibbutzim, arriver à Sderot. On les voit, c'est les chefs militaires. C'est pas des va-nu-pieds qui sont venus de Gaza qui tout à coup ont massacré. Ils se sont fait déborder. Les chefs militaires ne se sont pas fait déborder. Ils ne sont pas fait déborder. C'est eux qui commandaient. On a les images. On les voit commander la conquête d'un kibbutz. Tu vas ici, tu vas là, tu fais ci, tu fais ça. Ils ne sont pas débordés du tout, c'est du pipeau. Ça fait partie également de la communication pro-palestinienne. Charles Anderlin, dans Le Grand Aveuglement, vous expliquez à quel point les gouvernements israéliens ont favorisé l'émergence et la mainmise du Hamas sur les populations palestiniennes. À quel point peut-on être aveuglé ? C'est la stratégie. Pas d'État palestinien. J'ai vu quelque part quelqu'un poser la question quel héritage Netanyahou laissera. Mais il laisse un héritage très simple pour lui. C'est pas d'État palestinien et transformer la démocratie israélienne en autre chose. Alors, il ne faut pas oublier qu'en 2018, Benjamin Netanyahou a fait adopter la loi Israël-État-Nation, discriminant la population israélienne. Les non-juifs, les communautés non-juives n'ont pas les mêmes droits que la communauté juive en Israël. Le seul qui a protesté président dans le monde, c'est Ron Lauder du Congrès juif mondial. Je n'ai rien entendu du judaïsme français à ce propos, qui pour moi est l'instant bascule. Israël s'est transformé ce jour-là, ce n'est plus le même Israël. Et on continue avec 2022, le gouvernement mis sur pied par Benjamin Netanyahou, avec des gens que je connais personnellement, avec Itamar Ben-Gvir, le petit voyou, quelques années plus tôt, même pas quelques mois plus tôt, considéré comme un dangereux agitateur par la police israélienne. Et par l'armée qui a refusé de l'incorporer. Évidemment. Et le
il rentre au gouvernement israélien comme ministre de la sécurité nationale. Aujourd'hui, il a transformé la police israélienne en milice privée. Et Bezalel Smotrich, qu'on connaît bien aussi, écoutez, en 2017, j'ai les textes. D'abord, mon livre est important, je crois, parce que vous y trouvez les textes. La charte du Hamas de 88, qui est violemment anti-juive, le document que le Hamas, soi-disant explicatif, a publié en 2017, en arabe et en anglais pour les gens qui veulent comprendre. Et puis en 2017, la même année, Bezalel Smotrich publie, il vient d'être député, et il publie son plan pour vaincre les Arabes. C'est non seulement non à l'État palestinien, la Palestine a été créée pour détruire Israël, si les Arabes veulent rester sur la terre d'Israël, c'est-à-dire aussi la Cisjordanie, la Judée et Samarie, ils doivent prêter allégeance, s'ils ne veulent pas, ils doivent partir. Voilà, on est déjà dans un autre scénario. L'année suivante, j'ai vérifié entre le texte publié par Smotrich en 2017 et la vision idéologique de Benjamin Netanyahu dans ses livres de 93 et 95, on a des phrases similaires. Benjamin Netanyahu est sur la ligne de son père, pas d'accord avec les Arabes veulent nous tuer, et Israël doit être un État fort. Voilà, et c'est le gouvernement formé fin 2022, avec Smotrich, ministre des Finances, il a quand même la main sur les cordons de la bourse. Il est ministre délégué au ministère de la Défense, responsable des populations civiles de Cisjordanie, avec, bien entendu, encourager la colonisation et réduire autant que possible toute aide aux Palestiniens. D'ailleurs, il y a un énorme problème en ce moment financier. Smotrich, aux dernières nouvelles, refusait de transférer à l'autorité palestinienne les taxes douanières prélevées selon les accords par Israël pour le compte des Palestiniens. Et on va vers une crise financière majeure de l'autorité palestinienne qui, si elle s'effondre, on va peut-être vers une autre intifada, c'est un autre front qu'Israël va être obligé d'ouvrir. Et on ne parle pas seulement dans ce gouvernement de Smotrich et de Ben-Gvir, on parle de la création d'une agence pour l'identité nationale juive. On a besoin d'une agence de la nationalité juive, non. D'identité juive, pardon. Netanyahou, au départ, n'était pas quelqu'un de connu pour son adhésion à la religion juive dans les 613 commandements. Et ces derniers temps, tous ces discours sont émaillés de Imertse Hashem, etc., etc. Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois qu'il a fini par tomber le masque. Jusqu'à présent, on avait une image d'un Netanyahou un peu pragmatique. Il ne s'attendait évidemment pas à l'attaque du 7 octobre. Vous savez, le 7 octobre, ayant interdit aux services de renseignement de remonter l'argent du terrorisme à Gaza, le Shin Bet et le Mossad, pour eux, Gaza c'était un trou noir. Les budgets n'existaient pas pour s'attaquer du point de vue du renseignement au Hamas à Gaza. Par contre, les milliards ont été investis pour préparer l'offensive contre le Hezbollah. Le Hezbollah, quand Israël a attaqué, il y avait tout. Les noms, les endroits, les beepers piégés, les talkie-walkie piégés, Dieu sait quoi encore, sachant exactement qui est quoi où. Ce n'était absolument pas le cas le 7 octobre. C'est une décision gouvernementale de Benjamin Netanyahou, et je pense que pour lui, la surprise de se retrouver dans cette guerre qui coûte cher, qui est on a eu déjà un chiffre de nombre de tués dans l'armée hier, plus de 700, près de 5000 blessés, dont certains graves. On ne parle pas des post-traumas, des soldats traumatisés. On a évidemment par la famille des échos de ce qui se passe sur le terrain. C'est très dur. Et quand même, pour moi, la vraie menace existentielle pour Israël, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas le Hamas, ce n'est pas le Hezbollah, ce n'est pas les Houthis au Yémen, c'est intérieur. Quand vous avez des dizaines de milliers d'étudiants de yeshivot qui sont dispensés de services militaires, qui sont financés la plupart par l'État,
dont les familles ne payent pratiquement pas d'impôts. Là, ils ne gagnent rien non plus aussi. Oui. Si, enfin, il y a quelques-uns qui travaillent, quelques-uns Les des femmes avantages travaillent. fiscaux. Les femmes travaillent. Femmes travaillent, oui. Et vous envoyez des jeunes Israéliens ou des familles de réservistes se retrouver, eux payent des impôts, eux payent le prix, encore 3 réservistes tués hier. C'est presque 8 enfants orphelins. Et vous avez ces milliers d'étudiants qui ne combattent pas, ne font rien, ne participent pas à l'effort national. C'est ça, cette discrimination fondamentale en Israël, pour moi, c'est ça la menace existentielle. La création d'un fossé entre les deux communautés? Le fossé se creuse de jour en jour. Selon l'Institut des statistiques, en 2023, 55 000 Israéliens ont quitté le pays pour ne pas revenir. Et il paraît que cette année, les chiffres sont encore plus importants. Quand vous êtes jeune, que vous avez un diplôme, que vous êtes un jeune médecin ou un jeune ingénieur, où vous avez un job et la possibilité d'aller travailler à l'étranger, pourquoi est-ce que vous allez rester dans un pays où le coût de la vie est 30% plus élevé que la moyenne de l'OCDE, où en plus vous devez faire des périodes de réserve où vous risquez votre vie et vous pouvez laisser votre femme et vos veuves et vos enfants orphelins, et pourquoi rester? C'est un tableau très très sombre que vous décrivez, Charles. Je ne crois pas qu'il y en a un autre. Comment vous voyez la suite des événements? Écoutez, au jour le jour, je crois qu'il faut attendre l'élection américaine. Il faut savoir que Tsahal peut continuer de combattre, que l'armée de l'air peut continuer ses opérations uniquement parce que des avions cargo américains et des bateaux cargo amènent des munitions, des bombes, des roquettes. C'est énorme. Un missile des batteries antimissiles Iron Dome, c'est à peu près... Dôme de fer. Dôme de fer, c'est à peu près $100 000. Chaque jour, vous avez entre 20 et 50, parfois 100 interceptions de missiles qui viennent d'un côté ou de l'autre, qui viennent du Liban, qui viennent d'Irak ou qui viennent du Yémen. C'est des dizaines et des dizaines chaque jour. Il faut les produire, il faut les amener. C'est énorme. Sans les Américains, Israël arrête la guerre demain. Donc, qu'est-ce qui va être décidé après l'élection américaine de novembre? Si c'est Kamala Harris, est-ce qu'elle va taper du poing sur la table et dire, et maintenant, vous acceptez l'accord, la proposition d'accord que nous avons mis, que l'administration Biden a mis sur la table avec les Saoudiens, un arrêt des combats, un cessez-le-feu, une trêve, échange de prisonniers, on libère les otages. Des otages, 101 otages, plus de la moitié sont morts ou sont en train de mourir. Je sais pas, c'est une tache indélébile sur la morale, sur l'éthique israélienne. Je sais pas, à une époque, un avion d'Air France avec des Israéliens a été détourné sur Entebbe, ça a fait une opération. Et le frère de Benjamin Netanyahou y a laissé la vie. Oui, et maintenant, on entend des membres du gouvernement dire non, seule l'opération militaire permettra de les libérer. L'opération militaire ne permet pas du tout de les libérer, et aujourd'hui on sait, parce que c'est arrivé, que dès que Tsahal s'approche d'un tunnel où il y aurait des otages, les otages sont assassinés, c'est ce qui est arrivé la dernière fois. 6 otages tués, dont le fils du rabbin Danino, qui a été capturé par le Hamas lors de la fête de Reim. Il a été assassiné par le Hamas au moment où les soldats s'approchaient. Et entre parenthèses, Netanyahou est allé voir ce rabbin Danino, qui est chasse, qui est donc séfarade, connu, en deuil, en se disant, je serais bien reçu. Le rabbin lui a dit, mon fils est mort dans ton tunnel, sachant que les tunnels ont été financés grâce à l'argent que Benjamin Netanyahou a laissé pénétrer dans Gaza. Charles Anderlin, Le Grand Aveuglement, Albin Michel, à lire. Merci Charles Anderlin.
Merci.